Donc je vais commencer par vous expliquer une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Avec mon épouse, on part de Paris. À l'origine, je suis enseignant au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Donc là, je fais de la formation et je me forme en même temps. C'est assez pratique les arts et métiers, étant donné que d'accord, c'est le feu d'artifice dehors. Ok. D'accord. Donc on quitte Paris. Moi, j'ai pris tous les cours que je considérais utiles et suffisants pour ma connaissance. Et amoureux de vieilles pierres et d'histoire, le Val-de-Loire s'y prête bien. Je cherche avec ma compagne donc une vieille maison à restaurer. Je m'arrête sur une maison de La Ferté-Beauharnais, donc c'est un ancien relais de poste royal du 16e, avec les marques du 16e, et notamment ce qui m'arrête, c'est non pas la façade austère du bâtiment qui a été remontée au 19e, mais c'est surtout sur les côtés, il y a une marelle, donc c'est un jeu de mon enfance qui faisait partie d'une boîte de petits chevaux de chez mes grands-parents. Voilà. J'ai appris à jouer à ce jeu et tout de suite ça m'appelle, ça me dit tiens Franck, c'est peut-être comme c'était un relais de poste royal, une auberge, c'est peut-être une des premières maisons de jeu du Val-de-Loire où on fait de la publicité pour que les gens viennent jouer au jeu à l'intérieur. Donc l'idée c'était de faire un musée du jeu dans cette petite commune de La Ferté-Beauharnais. Donc la première chose à faire, c'était d'étudier ce jeu, pouvoir en parler au public. Donc je fais des recherches, internet et bibliographiques. Je trouve que le jeu est utilisé au Moyen Âge, dans tout l'Empire gallo-romain et romain, et surtout qu'il y a eu un interdit par Charles V, notamment pendant la guerre de Cent Ans, qui interdisait les jeux de dés, les jeux de table, et tous les jeux qui n'avaient rien à voir avec l'entraînement à la guerre. Donc tous ces jeux étaient interdits. Et ce n'est qu'avec François Ier qui va lancer la renaissance du jeu, notamment en créant la Française du jeu qui s'appelait La Blanque. Donc voilà, j'avais mon sujet. Je voulais absolument restaurer cette maison et parler de tout ça. En étudiant le jeu, je me suis aperçu que dans la littérature, il y avait des petites pierres, 5 cm sur 5 cm, où il était gravé cette marelle. Ce sont des petites pierres gallo-romaines, et évidemment, on ne peut pas jouer sur 5 cm, 5 cm, mais il y avait des textes écrits en spéculaire, c'est-à-dire de façon renversée, que l'on peut imprimer, comme les lettres d'un tampon. Donc j'ai trouvé ça un peu particulier. Les spécialistes pensent que c'est des cachets d'oculistes, notamment grâce à cette marelle où les médecins pouvaient détecter la DMLA et tous les problèmes de vision des gens à cette époque. Pourquoi pas, hein. Et puis sur ces cachets, il y avait certainement le nom du praticien, Monsieur Stéphanie, et puis à quoi correspondait la médecine créée. Donc là, ad récente 6, alors pour les spécialistes, c'est récente cicatrice. Donc guérir des récentes cicatrices. Pour eux, c'est ça. Moi, j'ai acheté le livre qui référençait tous ces cachets d'oculistes. Il y en avait 350 à peu près. Et il se trouve essentiellement en Gaule romaine. Donc c'est pas spécial à l'Empire romain, c'était vraiment spécial à la zone gallo-romaine. Et en regardant exactement où ils avaient été trouvés, je me suis aperçu que c'était sur le parcours de la guerre des Gaules de Jules César. Alors j'ai dit peut-être qu'il y a une relation, notamment si lorsque Jules César est venu à Orléans, il avait 22 légions, 20 000 hommes éparpillés dans toute la région pour donner des ordres. Ils n'avaient pas de SMS ou de portable. Donc l'idée c'était qu'un messager aille donner un ordre et pour valider l'ordre, il fallait imprimer un code sur un petit batte de cire. Et si le code correspondait avec le message oral, l'ordre était validé. C'était mon hypothèse. Donc fort de cette hypothèse, j'ai commencé à traduire plusieurs cachets d'oculistes. C'était vraiment passionnant. Et je l'ai raccordé à la guerre des Gaules de Jules César. Jules César a fait un livre. Et puis, en même temps, il fallait aussi que je continue à restaurer cette maison, car si vous voyez que la maison, elle penche dangereusement.
Et donc ça fait peur. Hein. Et ça a été construit pour le roi. Donc la première hypothèse, c'est qu'elle était en train de tomber et il fallait absolument la réparer. Je la dessine sur informatique et là je m'aperçois qu'en calculant les descentes de charge, c'est-à-dire comment elle pèse, elle n'était pas en train de tomber, elle avait été construite comme ça. Donc l'hypothèse, ça a été que cette maison était construite pour que les gens puissent parier que la maison allait s'écrouler ou pas. Et le fait d'aller à l'intérieur, on pouvait voir qu'entre les deux maisons, il y a un espace de 30 cm qui nous dissuade de l'idée qu'elle était en train de s'écrouler. Elle est vraiment droite sur ses fondations. Mais c'est pas ça qui m'a intrigué, c'est surtout des prises arrière, des prises d'air arrière dans la cheminée. Alors ça, ce sont des inventions que l'on retrouve au 19e siècle, mais pas au 16e. Alors comme on n'est pas loin de Chambord et Romorantin, excusez-moi, bon, non, je ne vais pas prendre le micro, je vais parler sans micro, parce que je crois que ça me trouble. Je suis enseignant, donc j'ai des élèves, donc généralement j'arrive quand même à leur parler assez clair au fond. Donc c'est ce que je vais faire et je me sens plus à l'aise. Donc il y avait des prises d'air arrière. Je suis désolé, ça va être une contrainte, oui, parce qu'on est en train de t'enregistrer. Yes. D'accord. Je vais faire en sorte. D'accord. Donc il y avait des prises d'air arrière, et ça on trouve ça qu'au 19e siècle, pas au 16e. Puis je me dis, bon, on n'est pas loin de Chambord et Romorantin. Léonard de Vinci a été le premier architecte du roi. Éventuellement, dans les 3 ans qu'il a passé dans le Val-de-Loire, il a peut-être pu donner des informations aux divers architectes de la région. Donc je suis allé dans ses manuscrits pour retrouver les cheminées qu'il avait dessinées. Effectivement, ça a été assez rapide, j'ai trouvé les cheminées. Les stigmates que je retrouvais sur ma cheminée ressemblaient, mais enfin, ce sont des croquis et la réalité est des fois un petit peu différente. Mais c'est surtout que 2 pages avant les cheminées, il y avait les plans du relais de poste. Alors là, j'étais quand même assez content de cette trouvaille, sauf que le texte qui était associé au relais de poste, c'est de l'italien, c'est un petit peu ésotérique, hein, ça ne veut pas dire grand-chose. On voit bien les mots italiens, mais sauf que la coordination et les contextes de tous ces mots, ça ne donne pas de choses très intelligentes. Donc j'ai dit, oh, c'est dommage, j'ai les plans, mais je n'ai pas le texte. Et là, j'ai eu l'idée d'associer le code gallo-romain au texte de Léonard. Bon, c'était écrit en spéculaire. Là, ici, c'était aussi écrit en spéculaire. Bon, j'ai fait la relation comme ça, hein, pour jouer. J'ai essayé, donc la traduction d'une page, je mets 2 jours à peu près, hein, étant donné qu'il faut que je trouve des mots qui conviennent et qui se suivent et qui donnent une intelligence, hein, donc quelque chose de lisible et de clair. Donc effectivement, ben, au bout de 2 jours, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport d'ingénieur. Donc là, ici, notamment, c'était sur l'explication des relais de poste, et l'autre, c'était sur une charpente pour faire un coffrage de câbles. Donc j'ai continué, toujours sur les pages qui se succédaient par rapport à ce relais de poste, et il nous dit qu'il y a un cellier où le four à pain prend son air dans le cellier, la thermodynamique aidant, ça vaporise l'eau et ça fait du froid, ça tient les bouteilles de vin au frais. Et puis en dessous du cellier, il y avait une fontaine, avec la fontaine qui se distribuait dans des abreuvoirs à chevaux à la sortie, et ce flux d'eau permettait de faire tourner un petit moulin et un petit moulin à farine. Bon, j'étais content, j'ai pris ma pioche, j'ai creusé, j'ai trouvé le cellier, j'ai trouvé la fontaine. Pour moi, ça y est, j'étais convaincu. Donc j'ai continué et j'ai voulu connaître la vie de Léonard de Vinci, qui était Mona Lisa, et exactement quel était cet homme. Donc pour ce faire, j'ai d'abord colorisé tous les dessins de Léonard de Vinci, hein. Il y a 13 000 pages, j'ai dû coloriser près de 7 000 graphismes. Et puis à partir de là, devant les améliorations des graphismes, l'amélioration de son écriture aussi, j'ai reclassé tous ces livres. Et je me suis vite aperçu que c'était des journaliers. Il nous racontait ses inventions, ses travaux, mais aussi ses aventures de vie. Notamment lorsqu'il y avait une fin de dessinée, évidemment, je lisais le texte qui allait avec. Et là, évidemment, sa vie s'est tout de suite éclairée. Donc, ce qui est important, c'est que j'ai mis plusieurs années quand même à faire ce travail. J'ai démarré en 2003.
J'ai découvert le code en 2005, code gallo-romain. 2007, je me suis aperçu que c'était une maison de Léonard de Vinci. Et puis 2014, j'ai commencé à écrire sa vie. Et puis nous sommes en 2019. 2019, j'ai commencé à lire le dernier livre de Léonard, un peu avant sa mort. Et là, j'ai trouvé dans les 13 000 pages un petit texte, gros comme ça, donc vraiment pas très gros, qui était écrit en latin et pas en spéculaire comme Léonard. Léonard écrit de droite à gauche, et là c'était écrit de gauche à droite, et de façon écrit comme un médecin, hein, c'est-à-dire en cursive. Alors que Léonard, la plupart du temps, écrit avec des lettres techniques, c'est-à-dire que toutes les lettres sont détachées. Le R c'est un R, le A c'est un A, le E c'est un E, etc. Donc les spécialistes n'ont pas traduit ce texte, ils ont mis autre mano, c'est-à-dire que c'est d'une autre main. Et quand on regarde bien, on retrouve toutes les courbes des textes de Léonard, toute son écriture. Mais surtout, c'est que c'est un texte adressé à François T. Primus Constituli, donc à François Ier constitué. Donc bon, j'ai traduit ce texte, et dans ce texte, en fin de compte, c'est l'un des derniers textes qu'il adresse à François Ier, et là, il nous explique comment traduire ces textes. Et c'était ce que je faisais depuis 12 ans. Donc moi, ça m'a conforté. Hein. D'un seul coup, je partais d'un code gallo-romain un peu bizarre à une technique clairement énoncée. Donc, je vais commencer cette conférence par l'avis de Léonard de Vinci. Voilà, tel qu'on le lit. Donc, la vie de Léonard de Vinci commence le 15 avril 1452. Il naît à Vinci. Et dès 1469, son père l'envoie à Florence dans un atelier de peinture. Il va apprendre à peindre et il va devenir un très bon peintre. Hein. Déjà, dès son premier tableau, l'élève dépasse le maître. Hein. C'est-à-dire que sa peinture est remarquée. Là, il se représente. Hein, dès 1469, il a 17 ans. Et en 1472, il est hébergé à l'hôpital des Innocents de Florence. C'est là où on héberge les orphelins et aussi les jeunes femmes et les jeunes hommes à marier. Donc il y dort et il va faire une œuvre, c'est l'Annonciation. C'est la copie du porche d'entrée du dortoir des hommes. Donc là, il est remarqué par les médecins de l'hôpital et on va le solliciter pour illustrer un manuscrit d'anatomie. Donc dans ce manuscrit d'anatomie, j'ai trouvé un texte qui n'a aucun sens en italien, par contre, qui n'a aucun sens en aucune langue, mais lorsqu'on le décode par la technique écrite par Léonard de Vinci, nous avons la charte des médecins. Par exemple, c'est faire serment de croire en la charge des médecins, de connaître convenablement, etc. Donc Léonard va accepter le travail. Alors au départ, on va lui montrer qu'il faut découper des cadavres. Hein. Là, ça va le choquer un petit peu. Il va prendre du recul. Et notamment, il y a la Corporation des métiers de la soie qui est établie dans l'hôpital, c'est-à-dire on utilise la main-d'œuvre. Hein. Ces orphelins et ces jeunes femmes et jeunes hommes à marier, on leur demande de faire de la broderie ou de réparer les appareils. Donc Léonard va devenir styliste, réparateur de métiers à tisser, et ça va lui plaire. Sauf que les médecins veulent vraiment un dessinateur, ils vont le convaincre que vraiment regarder la vie à travers les cadavres, ça va aider l'humanité. Léonard s'en convainc, et là, il rentre dans le métier, il se dessine comme un lion, il va réellement dessiner le corps humain. Donc, tout ça, ça avance bien. Il nous décrit un petit peu son travail et son métier de styliste. Hein. Donc, il a un grand projet, c'est Léonard. Il veut faire le costume parfait. Alors, à quoi correspond le costume parfait? C'est qu'à l'époque, les gens avaient des lanières de cuir sous les bras pour tenir leurs vêtements. Il fallait un temps considérable pour s'habiller. Lui décide de faire un genre de baudrier brodé avec une ceinture où on n'aurait plus qu'à s'habiller, serrer la ceinture et on serait habillé. Voilà l'idée de Léonard. Il est aussi teinturier, il doit négocier les matières premières qui arrivent dans le port de Florence et il doit aussi négocier les vêtements. Ça lui plaît. Hein. Donc les deux premiers métiers de Léonard, c'est styliste et médecin. Donc
il y a un moment, hein, ce que l'on peut regarder et observer sur son métier de médecin, c'est qu'il va dessiner tout le système nerveux du corps humain. Alors, il ne faut pas imaginer que Léonard découpe des gens, hein. Il y a des médecins qui sont très bien formés et qui le font très bien. Lui, il va décrire et dessiner. Il fait un manuscrit d'anatomie, hein, chacun son boulot. Et puis, dans son métier de styliste, il va rencontrer une jeune femme ici. Quand on la colorise pas, on a l'impression qu'elle porte un bébé, mais quand on colorise, eh bien non, elle soulève sa jupe, hein. Donc il s'agit de Lisa, c'est une moniale, Monaca Lisa, et elle a 20 ans, il a 20 ans, et il va tomber follement amoureux, elle aussi, hein. Donc il nous dit plaisamment, par séduction et affection pour cette jeune vierge, il est incontestable que je l'ai entraînée avec moi, avec hésitation, dans l'erreur du couple. Bah oui, elle était prévue pour autre chose, c'est une moniale, hein. Mais ils se plaisent et Léonard va demander la permission de se marier avec cette jeune femme à son père. Et puis cette jeune femme va aussi demander la permission, hein. C'était comme ça à l'époque. Sauf que, entre-temps, il y a le père de Léonard qui nous apprend que la belle-mère de Léonard vient de décéder. Léonard va donc assister aux funérailles de sa belle-mère et à l'occasion, il va peindre ce portrait. C'est une Madone, la Madone à l'œillet. Donc on va pouvoir s'apercevoir qu'au fil de son histoire, tous les tableaux qu'il a réalisés correspondent à une anecdote de sa vie. On va pouvoir dire à la fin que Léonard n'est pas spécialement un peintre de métier, mais peint pour sa détente. Donc là, il assiste aux funérailles, et là, son père va lui dire bah, écoute, ton mariage avec Lisa, moi, ça ne me plaît pas, je t'ai trouvé bien mieux. Il va lui trouver une jeune fille qui s'appelle Genivria Debensi. Et bah, Léonard, ça ne va pas lui plaire parce qu'il est follement amoureux de Lisa. En plus, il l'a un peu dévoyé de son serment. Donc, il va refuser le mariage. Et là, ça va être la rupture avec son père. Son père va le déshériter et le renier. Donc, c'est fini. Il nous dit ici le blâme est excessif pour avoir déshonoré l'engagement, mais sur ce point et pour cette raison, il est d'usage de renier irrévocablement. C'est fini. Léonard va quand même dessiner l'homme de Vitruve pour son père. En fin de compte, c'est une allégorie sur la tenue de l'homme, hein, mais aussi une petite chanson pour rétablir les liens familiaux. Sur la fin, il nous dit, par exemple, le début, c'est l'homme est un bipède fécond en plaisanterie et a un certain talent pour être craint, j'en suis certain. En s'appuyant sur son apparence, il a accompli l'amour au service de la paix. Voilà, ça c'est l'homme de Vitruve, hein. Et à la fin, il y a Père, comptez sur moi pour faire la moisson. Dignement et par amour, faites-moi l'honneur, avec toute la rigueur, d'examiner plus clairement votre fils, apprenti ingénieur, et par cette action, vous éviterez le chagrin des jours à venir, plein de souffrances. Bon, ça ne réussit pas, hein, son père le renie, et pour l'histoire, ben, c'est fini, il sera déshérité. Enfin, Léonard va continuer son métier de médecin et de styliste, et il va avoir deux projets, et deux projets qui vont montrer vraiment trop d'ambition. Le premier projet va être réellement accepté. Il veut faire un Oscar. Vous savez, les squelettes que l'on a dans les universités. Donc, ce squelette, il va l'agrémenter de fibres métalliques pour symboliser les os, les muscles. Comme ça, on va pouvoir voir où se trouvent les douleurs pour l'ostéopathe et puis qu'il puisse réparer tout ça. Ça, c'est très bien. Mais le deuxième projet, c'est qu'il va aller voir le recteur et lui dit ben voilà, je me suis aperçu qu'il y avait une similitude entre l'homme et l'animal. Découper des cadavres, on n'y voit pas grand-chose, on ne sait pas comment ça fonctionne. Par contre, moi, j'ai découpé un bœuf à cœur ouvert, j'ai ouvert, je peux vous expliquer les oreillettes et les valvules et le fonctionnement du cœur. Et là, ça fonctionne. Là, tout de suite, le recteur est affolé, il va le renvoyer. Il va lui donner 23 florins, il va lui dire bah, tu peux aller courir ta route, nous, on n'a plus besoin de toi. Enfin, le fait d'avoir dit que l'homme ressemble à l'animal au 16e, c'est mal passé. Bon, Léonard sort dehors, va commencer à chanter à tue-tête qu'il a le projet d'étudier la vie à travers l'animal. Très rapidement, il va se faire dénoncer comme homosexuel. Là, ce qui se passe, c'est que... Excusez-moi. Joli.
Il va falloir que je répare ça. Hein. Donc voilà. Il va se faire dénoncer comme homosexuel. Ça va lui fermer les grandes maisons florentines. Hein. Comme ça, il a pu aller dire à tout le monde qu'il va étudier la vie. Là, il va se retrouver tout seul avec les gens de petites conditions. Il y a une tragédie qui lui arrive aussi, c'est que Lisa était enceinte. Et là, il se retrouve tout seul avec elle pour l'accouchement. Donc, il va nous la dessiner enceinte, arrivant dans la chambre. Et là, tout, semble-t-il, va bien se passer, sauf que le petit va arriver par le siège et il ne va pas faire la césarienne assez tôt. Il nous dit: ma femme que j'aime en secret des plus grands des amours s'est allongée pour le devoir d'enfanter, mais cela a été long et vain, sans raison. Pourtant, patientant avec peine, en attendant une sortie brusque et rapide de l'enfant, couchée sur le dos, elle m'affirmait toute sa ferveur. Hélas, ma femme s'est effroyablement affaiblie, elle était en larmes, incapable d'enfanter et vraiment incapable de contrepeser sur son bas-ventre. J'ai poussé avec force dans les limites du raisonnable, mais l'épuisement a causé la mort de ma femme que j'ai soutenue jusqu'au bout avec de l'eau. Voilà, il a 22 ans et il accouche sa femme tout seul à la maison. Hein, et ça passe pas. Donc là, il perd sa femme et son fils. Enfin, c'est la Grande Dépression. Il va nous dessiner, nous peindre Saint-Jérôme. Je vous avais dit que tout à l'heure, il se représentait comme un lion. Là, le lion, il est couché. Hein. Là, pour lui, c'est plus qu'une dépression. Enfin, ça va durer plusieurs années. Nous sommes en 1476. Ce n'est qu'en 1480 qu'il y a un retour en grâce. Je vous disais, bon, Léonard est quand même styliste. Hein, il fait des vêtements. Et là, la teinture qu'il a inventée, c'est le rose florentin, et tout le monde commence à en porter à Florence. Donc, comme c'est lui l'inventeur, il reprend un peu le dessus, et de plus en plus, on vient lui commander des vêtements, des chapeaux, et tout un tas de choses. Il faut dire que Léonard se lance aussi dans le styliste féminin. Il invente une pince à cils pour écraser le cils des femmes et surligner leur regard. C'est pas mal. Maintenant, ce que l'on apprend aussi, c'est qu'il a tenu un livre de broderie, hein, c'est surtout aussi avec sa ceinture hein, qui gagne des marchés. Et là, il y a un texte qui est assez significatif. Alors, il n'est pas dessus, mais je vais vous le lire. C'est sa cliente numéro 4. Donc, j'ai pas tout lu, hein. J'ai lu 600 pages sur 13 000. Mais celle-ci est assez flagrante. Alors, je ne vais pas la retrouver comme ça. C'est... Bon, je vais vous en parler. Donc, la numéro 4, la jeune dame est arrivée, elle lui a demandé s'il fallait qu'elle se mette nue. Lui, il lui a dit oui, bien sûr. Et ça a fini par devenir son amant. Sauf que cette dame, c'est une noble. Et là, Léonard, il n'est pas noble. Hein. Ça s'apprend à la cour de Florence et Laurent de Médicis, très rapidement, va lui demander d'aller construire un cheval à Milan. C'est-à-dire, il l'exile. Hein. De toute façon, la relation entre les petites gens et les nobles, c'est pas possible. Donc, Léonard, pensant qu'il allait faire de beaux vêtements ou un chapeau à Laurent de Médicis, il passe la porte. Arrivé de l'autre côté, on lui dit bah non, il va falloir que tu ailles à Milan pour faire un cheval de bronze. Léonard s'en va à Milan pour aller faire son cheval de bronze. C'est bon, ça marche. Donc, arrivé à Milan, eh bien, c'est pas un fondeur, hein, il réparait les métiers à tisser, il faisait des broderies. Donc là, il va apprendre petit à petit le métier de fondeur et le métier de mécanicien aussi. Hein, donc, c'est toute une formation. Ce que l'on peut noter, c'est que longtemps, Léonard veut faire le mouvement perpétuel. Hein. Là, arrivé dans une fonderie avec la métallerie, il va s'en donner à cœur joie. Et en étant apprenti fondeur, il va faire la connaissance de cette jeune femme, elle s'appelle Katrina. Elle est prostituée, mais ça devient sa légitime. Hein. Il nous dit, certes, je suis embarrassé par la crainte d'un accouchement. Il va de soi qu'en cas d'impur enfantement, l'usage sera de se marier et de faire prospérer l'enfant. Par cette manière d'agir qui est de payer les faveurs d'une femme de sa soumission pour se reproduire, je l'ai beaucoup fréquentée et à diverses reprises. Je peux admirer sa nudité exposée par mon tableau secret.
Bon, l'histoire de ce tableau était discutée, hein. On pense que c'est une œuvre de Léonard, mais on n'en est pas sûr. Par contre, ce que l'on est sûr, c'est que on le retrouve dans les mains de Salaï, hein. C'est le petit garçon qu'il a adopté à 10 ans, et Katrina va décéder en 1495. Et Léonard va adopter cet enfant, qui est, selon Katrina, son enfant. Léonard l'accepte comme tel. Et quand Salaï repart à Milan en 1518, parce qu'il est venu dans le Val-de-Loire avec son père, il emmène ce tableau. Et aujourd'hui, on pense que c'est Salaï qui l'a dessiné ou peint, mais en réalité, il s'agit bien de Léonard de Vinci et c'est la mère de Salaï. Donc, pour continuer, Léonard devient de plus en plus doué dans le métier de fondeur et de mécanicien, et notamment il commence à avoir une très bonne notoriété dans tout ce qui est le transport d'éléments lourds. C'est-à-dire qu'il va inventer la voiture, hein, vous savez, celle que l'on voit au Clos Lucé avec le ressort, et on pense que c'est une petite voiture pour enfants. En fin de compte, c'est pas du tout ça. Les chariots, lorsqu'ils sont largement chargés, il y a des déformations sur les essieux, et pour démarrer le chariot, c'est extrêmement dur. On appelle ça l'adhérence. Donc lui, ce qu'il a prévu, c'est un cadre mobile avec une crémaillère. Les chevaux tendent le ressort. Quand le ressort est tendu, ça embraye. La démultiplication fait qu'il y a une très grande force sur les essieux. Le chariot peut commencer à avancer et les chevaux peuvent enfin emmener le chariot chargé un peu plus loin. Donc voilà un exemple. Et là, Léonard va être sollicité, il va devenir ingénieur ducal, notamment pour aller faire des canaux à Pavie, et après sollicité pour tous les transports de charges lourdes à la construction de la cathédrale de Milan. Donc il va avoir une formation d'architecte. Donc une formation d'hydraulicien, une formation d'architecte. Enfin, eh bien, il est ingénieur ducal, il rentre à la cour des Sforza, et là, il va tomber éperdument amoureux de Cecilia. Cecilia, c'est la favorite du duc, mais pour justement avoir une relation avec elle et être présent dans le palais, pour trouver une parade, il va apprendre le chant avec elle, et il va nous dire qu'il chante allègrement, comme ça il peut venir la voir quand il veut et souvent, et qu'ils peuvent s'enfermer dans leur chambre et faire tout ce qu'ils peuvent faire quand on est amant. Alors, Léonard va donc se peindre en musicien et va aussi peindre Cécilia. Là, la femme de Sforza est jalouse et veut aussi son portrait. Donc, il va aussi faire le portrait de, de Béatrice, hein, Béatrice Sforza. Autre petite anecdote, ça c'est un tableau qui est discuté, mais justement j'ai trouvé la justification. Il s'agit bien d'un des portraits de Léonard qu'il va faire pour la nièce du duc de Sforza à l'occasion de son mariage. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la belle princesse. Pour parler du cheval, alors le cheval, il doit y avoir un manuscrit qui a disparu. J'ai très peu de pages qui parlent du cheval, mais les peu de pages dont je dispose nous montrent que le projet du cheval gigantesque qu'il devait faire, c'était pas un cheval plein en bronze, mais un petit peu le projet que Bartholdi a adopté pour faire la Statue de la Liberté, c'est-à-dire une structure interne et un bardage en cuivre tout autour, en cuivre ou en bronze. Donc voici pour son passage à Milan, le fait d'avoir une relation avec Cecilia. Cecilia va lui permettre d'ouvrir son académie et il va créer l'académie Léonard de Vinci. Et à cette époque-là, tel un professeur et ses élèves, il va peindre la scène. Donc je vous disais, tous les tableaux sont vraiment dans ces dates, dans les dates que l'on connaît, relatives à une expérience de vie de Léonard. Alors là, dans ses dessins et ses descriptions mécaniques, c'est excellent, hein. Il est professeur, hein, et ça se sent quand on le traduit, hein. Mais une autre chose va vraiment l'animer, c'est de résoudre les problèmes domestiques à la maison, notamment essayer d'avoir l'eau courante. Son gros problème, c'est d'aller chercher l'eau au puits, peut-être pour soulager les dames, hein, parce que c'est pas les hommes qui vont chercher l'eau, hein. Donc il va commencer à travailler ce problème. Sauf que ça se passe mal. Ouais, c'est parce que je fais du vent. Enfin. Ça se passe mal à Milan.
Louis XII vient prendre Milan, Léonard devait défendre la ville, il était ingénieur ducal, il n'y arrive pas, mais ce qui se passe, c'est que Louis XII va l'obliger à peindre une hermine sur le portrait de Cécilia. L'hermine, c'est l'emblème de Anne de Bretagne, je ne sais pas si vous saviez. Enfin, Léonard hésite, essaie de repousser, mais il y est obligé. Et en plus, en tant qu'ingénieur ducal, travaillant dans une fonderie, Louis XII lui demande de lui faire des canons, et c'est là où il va sortir la fameuse mitraillette de Léonard de Vinci. Bon, ben là, il est obligé. Sauf que quand Ludovic de Sforza, le, le duc de Milan, revient à Milan, lorsque Milan se libère un an plus tard, il est outré. Léonard a dessiné une hermine dans les bras de la favorite de Sforza. Enfin, Cécilia a 2 enfants avec le duc. Hein. C'est l'amante de Léonard. Enfin, voilà, c'est les feux de l'amour. Hein. On est à la cour de Sforza. Hein. Bon. Alors, Léonard est obligé de fuir avec Salah, son fils, hein, et il veut retourner à Florence. Et là, à Florence, il veut revenir à Florence avec en maître. Hein. À Florence, il est rien, il était styliste, mais il est parti déjà il y a bien longtemps. Donc, il veut créer un projet où il sera regardé en tant que maître. Et son projet, c'est de régler un problème sur l'Arno. L'Arno, c'est le fleuve qui va de Pise à Florence et qui alimente Florence en laine et en tout un tas de marchandises. Les bateliers sont obligés, pour passer les villages, de décharger leurs bateaux, baisser les mâts, se faire aller jusqu'à la sortie du village, recharger leurs bateaux, relever les mâts et naviguer jusqu'au village qui suit. Là, pour Léonard, c'est vraiment contraignant. D'ailleurs, c'est un problème qu'il a côtoyé en 1472-76. Donc, il veut régler ce problème en faisant des canaux avec des flux remontants. Il étudie une éolienne, des turbines, enfin il essaye tout pour que les bateaux n'aient plus à se faire aller par des animaux et ainsi pouvoir traverser le village. Il propose son projet à Pise, Pise n'en veut pas. Il propose à Florence, Florence n'en veut pas non plus. Bon, il ne lui reste plus qu'à accepter un mécénat, c'est peindre la bataille d'Angari dans le Grand Palais de Florence, dans la salle de conseil. La bataille d'Angari, c'est une bataille entre Milan et Florence, et Florence a gagné. Peut-être parce qu'il vient vraiment de fâcher le duc de Milan. Hein. C'est peut-être le sujet qu'on lui a donné. Maintenant, n'ayant pas d'outils, eh bien, il observe. Et il observe quoi? Il observe la Lune. Et c'est à l'époque où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et pour là, Léonard, c'est sûr, sur la Lune, il y a des océans et des continents. Et lui, tel que les oiseaux, il veut construire une machine nous permettant d'aller sur la Lune, conquérir le ciel. Donc il va le déclarer à Florence, notamment en peignant aussi ce tableau de la Sainte Anne, la Vierge, nous montrant le ciel avec le doigt, en précisant que l'avenir de l'humanité, c'est la conquête du ciel. Là, Raphaël va le voir, nous sommes en 1508, hein, donc on a avancé, et tout de suite, Raphaël va aller le rapporter à Rome. Et à Rome, il va y avoir un dilemme entre le fait, est-ce qu'on a droit de conquérir le ciel, ou est-ce qu'on est puni, on doit attendre d'être sauvé. Donc il y a une belle peinture qui s'appelle l'École d'Athènes, où Léonard est représenté comme Aristote nous montrant le ciel, avec son livre, la Bible évidemment, et de l'autre côté, vous avez Platon qui montre par terre avec son livre. Ce sont cette idée, cette dualité d'idées, c'est finalement Léonard qui gagne quand même. Hein. Dans la Bible, il n'y a pas d'interdit d'aller nous-mêmes au ciel. Donc voilà un peu la grandeur de Léonard à cette époque. Et n'ayant pas d'outils à Florence, il faut vraiment retourner à Milan. À Milan, il a son usine, son école, sa notoriété. Il va pouvoir faire cet avion là-bas. Donc il fait un CV au duc de Milan où il lui dit, pour plaire aux puissants de l'époque, qui pourra lui faire des machines de guerre, qui le défendra et tout ça. Donc ça soulage peut-être le duc de Milan. Enfin, il peut revenir à Milan, récupérer son usine, son université, et il commence à nous décrire le mécanisme de son avion. Il y a un très beau texte, hein. Il a prévu qu'il y a un gars, il va falloir le choisir, assez musclé, pour pouvoir ramer jusqu'à la Lune. Hein. Ah ouais. Donc, non, mais pour lui, les oiseaux, tous les week-ends, ils font l'aller-retour. Hein. Oui, oui. Donc, bon, bah, c'est parti, sauf que Louis XII revient en 1509,
Et là, rebelote, hein, Léonard doit faire des canons, il est à l'usine, et il n'a pas le choix. Donc il va quand même rester à Milan parce qu'il a quand même son atelier, son université, ses étudiants. Pour rédiger, il va quand même rester à Milan. Mais en 1513, quand il a fini, il s'en va tout de suite à Rome proposer son idée au pape. Le pape est subjugué. Ah oui, ça marche. Donc Léonard ne sera pas mis au bûcher, hein, comme beaucoup d'autres qui ont dit que la Terre tournait autour du Soleil, etc. Donc là, l'idée passe. Hein. Mais le pape lui dit, moi j'ai un autre problème, je vais vous trouver le mécène qu'il vous faut, mais en échange, il faut trouver une solution pour qu'en Europe, il n'y ait plus la guerre. Là, le problème, c'est que le futur empereur d'Allemagne, Charles Quint, vient d'épouser la fille du roi d'Espagne. Ça va mal se passer, la France est au milieu, et généralement, quand on a un problème de passage, on annexe le pays qui gêne. Hein. Et les interdits sont tels que les royaumes interdisent le passage des autres à travers leur pays. Donc Léonard va proposer à François Ier le libre-échange. Hein. C'est ce que l'on va retrouver pour la création de l'Europe en 1950. Il va proposer à François Ier de créer des relais de poste permettant d'accueillir les voyageurs. À cet effet, François Ier gagnera de l'argent. Hein, c'est rentable. Ça lui évitera de faire des forteresses, de dépenser de l'argent à équiper des guerriers. Et la paix va arriver. Donc c'est libre circulation des biens et des personnes. Hein. François Ier accepte. Et Léonard lui dit en plus, il va falloir bien marquer que la France est catholique dans ce Saint-Empire romain unifié, hein, pas germanique, parce que ça va mal tourner quand même. Donc de faire une espèce de basilique qui montrera la puissance et l'allégeance catholique. Donc c'est un genre de Saint-Pierre de Rome. C'est ce que l'on va retrouver dans le regard que l'on a sur Chambord. Avec ça, donc faire des relais de poste, faire une basilique pour montrer la ferveur catholique de la France, et un grand palais capable d'accueillir Charles Quint et sa cour si jamais il a besoin d'aller en Espagne. François Ier est d'accord, accepte, et en plus, c'est le concile de Bologne qui lui donne aussi le droit de nommer les évêques, tel un pape. Hein. Avant, il n'y a que le pape qui nomme les évêques, là, François Ier va avoir ce droit supplémentaire. Donc c'est déjà beaucoup de choses. Tout ça pour éviter des guerres fratricides européennes. Donc le 12 octobre 1516, Léonard de Vinci quitte Milan. Il est triste, hein, surtout qu'il quitte Cécilia, hein, même s'il n'est pas marié, c'est quand même son ami. Hein. Et il arrive, il met 4 jours à traverser les Alpes et 8 jours pour arriver au Clos Lucé. Au Clos Lucé, il est installé, il est nommé premier architecte, premier ingénieur, premier peintre de la cour. Et là, il fait connaissance de cette jeune femme. J'ai que les initiales, c'est EB. Alors moi, je l'ai appelée Blanche, mais ça aurait pu être Béatrice. Hein. Une étude généalogique devrait être suffisante pour retrouver cette personne. Elle fait partie de la petite aristocratie française, hein, de type écuyer. Alors dans la région d'Amboise ou de Tours, on a beaucoup de Esnaux, c'est des petites familles nobles. Donc bon, je pense que c'est ça, mais ça peut être Estouville, ça peut être encore quelques autres. Maintenant, des nobles qui commencent par un nom noble qui commence par un E, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc on va vite les trouver. Et enfin, cette jeune femme va devenir sa muse. Étant donné que Léonard va écrire ses textes pour former, on lui a donné 14 ingénieurs à sa charge. Et pour les former, ben, il écrit des rapports et Blanche va le corriger. Elle va aussi lui tailler la barbe et il nous dit qu'en plus, elle dort avec lui. Donc ça devient plus que sa muse. Hein. Alors elle a 28 ans, elle est veuve de guerre, elle a un enfant et elle n'a pas pu se remarier. Donc il nous dit par exemple, la gouvernante à mon service apprécie mon discours d'enseignement. Elle cherche à découvrir les maladresses et se donne largement dans les débats, me permettant de tronquer les idées et d'apporter des preuves pour instruire les débutants. Après discussion et accord sur les fondements éveillant l'esprit de cette femme, je peux m'appuyer sur cette vérité comme il faut. Et sur une longue période, elle m'a arrangé, et la conséquence de cette harmonie a provoqué ma métamorphose. Donc, il a une jolie barbe, il est séduisant, il a 64 ans quand il arrive et 67 ans quand il décède.
Ma gouvernante a ce pouvoir, a ce point le pouvoir de me façonner. Elle a en plus la bonté de s'unir avec moi lorsque nous sommes couchés. Donc voilà, là il est bien accueilli au Clos Lucé. Premier projet, donc il va aller à La Ferté-Beauharnais, nous sommes sur la route d'Espagne, a réellement un nœud de circulation. Et là, il va créer son premier relais de poste. Ça va être le modèle, et notamment Blanche lui a appris qu'en France, on n'a pas le droit de jouer depuis Charles V. Donc là, Léonard va rapidement aller voir le roi de France en lui disant que il faut autoriser le peuple à jouer, étant donné que c'est le seul pays en Europe où cette interdiction a été proclamée. Charles V l'a proclamé pour la guerre de 100 ans. Il veut que le peuple s'entraîne à tirer des flèches plutôt que d'aller jouer aux échecs dans les maisons. Donc, à La Ferté-Beauharnais, il commence son relais de poste et les 14 architectes qui sont sous ses ordres doivent en réaliser un sur les routes de La Ferté-Chambord, Chambord-Romorantin et Romorantin-La Ferté. On en retrouve 3 encore entiers, celui de La Ferté, celui de Fontaine-en-Sologne, il y en a une belle partie, et à Courmemain, il y a encore une belle partie. Sur la commune de Veillins, il a été entièrement restauré, donc là, il ressemble, on pense que c'est là, mais il n'y a plus rien d'authentique. Donc, et pourquoi ces trois relais de poste subsistent? C'est la route Romorantin-Chambord qui est rapidement abandonnée. C'est pas la route de Blois, c'est pas la route d'Espagne, c'est une petite route de campagne où personne n'y va et il n'y a pas assez d'argent pour entretenir et faire évoluer les bâtiments. Donc là, on les retrouve. Et puis à La Ferté, comme on est à un nœud de circulation, des hôtels, il n'y en a jamais eu assez. Hein. Il y en avait une quinzaine hein, dans toute la rue. Donc il a perduré, il est resté comme ça, en concurrence avec les autres. Et ce qui l'a sauvé, c'est que la route d'Espagne a été déviée au XVIIIe siècle par Lamotte de France, Albry, Romorantin, étant donné que la Sologne était mal entretenue. Donc plus d'argent, plus de transformation du XIXe. Parce qu'au XIXe, les villages sont largement transformés. Si vous connaissez la mode de Bron, il n'y a plus beaucoup de maisons en colombage, hein, c'est beaucoup de maisons de briques. Hein. Donc ça, c'est lorsqu'on a de l'argent, on construit en dur et salubre. Donc ça a évolué comme ça pour la région. Donc Chambord, les plans de Chambord prennent forme. À Romorantin, eh bien, le plan de Romorantin prend forme aussi. Et puis Léonard tourne comme ça entre ces trois projets. Repassant à Blois pour expliquer tout ça au roi, le roi lui dit de reprendre le chantier du château de Blois. L'aile François Ier était en construction depuis 1515, étant le premier architecte du roi, il reprend en main. Et là, son idée, c'est de conserver la muraille centrale, le rempart d'origine, et d'en faire un mur d'Orfan, et de construire des façades légères avec beaucoup de fenêtres pour montrer la lumière de la Renaissance. Le projet de Blois ne s'arrête pas là. Dans les sous-sols de l'aile François Ier, il a le projet de mettre le trésor royal, et pour protéger le trésor royal, de faire une aile en retour. C'est l'aile Gaston d'Orléans aujourd'hui, c'est un château qui a été construit sous Louis XIII, mais avant il y avait une partie en briques, très sobre, hein, sans beaucoup de sculptures, qui devait accueillir la garnison qui protégeait le trésor royal. Voilà la conception de Léonard de Vinci dans le château de Blois. Maintenant, pour cette construction sobre, vous en retrouvez un aperçu le long de la chapelle Anne de Bretagne. Il n'y a pas de sculpture, hein, c'est très, très propre et en briques. Hein. Donc voilà pour les architectures Léonard de Vinci dans la région. Ça, c'est le début quand il arrive en 1516. Donc, pour la suite, là, ce que l'on peut dire, c'est que dans ces trajets, il s'aperçoit qu'à Neuvy, c'est un passage à gué. Donc c'est entre La Ferté-Beauharnais et Chambord. Donc il fait construire des passerelles pour que l'on puisse circuler sans effort. Là, le plan de Chambord évolue. Hein, il veut faire presque une église à la base. Mais enfin, ça avance. C'est tout le temps dans les projets. Léonard fait plusieurs maquettes hein, jusqu'à trouver celle qui convient au roi et à l'architecte. Et petite anecdote, c'est que lorsqu'il est arrivé au Clos Lucé, les 14 ingénieurs qu'on lui a donnés, architectes, devaient préparer la commémoration de Marignan. Léonard a dit non, non, arrêtez, c'est moi qui vais m'en occuper. Ce que je vais faire, c'est des sketchs
avec toutes les armes de l'armée française. Ça satisfera le roi pendant 2 soirées, le temps de lui faire défiler tous ces guerriers qui se battent avec une arme différente. Donc il libère ses architectes qui est en train de faire une grosse machine hein, pour impressionner le roi. Donc à chaque fois qu'il retourne au Clos Lucé, il fait avancer ses sketchs. Et puis il a une relation donc avec Blanche. Là ici, il repasse à Blois, on voit que l'aile François Ier a très bien avancé. Il repasse à Romorantin, et puis il fait des tours. Là, on voit que l'élaboration de Chambord, enfin son soubassement est déjà prévu. On fait venir le bois pour tasser et rigidifier le sol. Et puis de retour à Amboise. Donc ce sont des allers-retours comme ça sur les différents projets où il va donc donner ses accords ou ses divergences. Et puis il y a un moment, il y a les seigneurs de Lassay-sur-Coine, c'est à côté de Veillins ou de Courmemain, qui ont un problème. Tous les hivers, ils sont inondés, le village aussi. Léonard est mandaté pour reconstruire le château. Là, si vous visitez le château de Lassay-sur-Coine, vous y verrez aussi une marelle, donc une table de jeu comme celle de La Ferté-Beauharnais. C'est un petit château de petite noblesse. Léonard va reconstruire le château d'origine, mais on va en faire un deuxième. Si vous visitez ce château, vous verrez un double château, c'est-à-dire il y a 2 chapelles, une plus ancienne de 1505 et puis une chapelle de 1517. Donc le château de Lassay-sur-Coine, c'est le château du Moulin, est à visiter et il est assez chouette avec une architecture typiquement Léonard. Parce que vous allez voir, on va retrouver des architectures typiquement Léonard. Donc des petits aménagements sur La Ferté. Les communs du château de Chambord sont dessinés. Et puis à Amboise, il va réparer les greniers de César. Ce sont des greniers, des silos gallo-romains qui étaient en train de s'écrouler. C'est à côté du château d'Amboise. Vous pouvez aller les visiter aussi. Donc c'est à l'hôtel de Choiseul. Vous allez voir l'office de tourisme hein, et vous allez visiter ces monuments. C'est assez imposant et prestigieux. Il voulait aussi faire un moulin sur l'esplanade au-dessus, donc c'est l'esplanade des Châteliers. Et puis la commémoration de Marignan se passe. Et là, les sketchs ne sont pas validés. Hein. Le roi envoie un d'eux, il dit bon, ça ira. Il retourne dehors, voir les charges de cavalerie et tout ça. Donc ça, c'est impressionnant. Il y a la ferveur de la foule. Et là, Léonard, dans sa tête, ça fait qu'un tour. Il dit waouh, il y a un problème. Et à partir de là, il va devenir un petit peu un électron libre. Nous sommes en mai 1518. Hein. Sauf que on vient de lui annoncer que le château de Gien vient de brûler, le feu a pris dans les cuisines, il ne reste qu'une tour, il faut aller absolument le reconstruire, car c'est là où les gens de Gien sont en effroi. Hein. C'est là où Jeanne d'Arc a fait ces 2 prophéties, hein, où elle s'est présentée. Et là, le château, il vient de brûler. Jeanne d'Arc, je vous rappelle, elle vient de brûler il n'y a pas longtemps, hein, à l'époque. Hein. Là, c'est bon. Donc, il faut aller le reconstruire. Donc, Léonard y va. Il a le droit de le signer. Et là, il va y mettre une 3e marelle. Ça autorise le jeu sur un château royal, hein, parce que Gien, c'est un château royal. Donc, il le reconstruit avec du clayonnage. Donc, nous y retrouvons une architecture de Léonard de Vinci. Et en plus, il va y mettre plein de logos, de petits logogrammes hein, qui ont une signification. Si vous voyez un triangle noir, mais ça dure encore après, on les retrouve, ces logogrammes, jusqu'au 19e siècle. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais si vous voyez un triangle noir, c'est fait avec bon esprit. Et si vous avez un triangle noir avec une croix, c'est fait avec le bon esprit, le grand. Hein. Donc, voilà. Et puis plein de petites, si vous avez un losange, 2 losanges l'un dans l'autre, ça fait reconstruire au même endroit. Et si vous avez 2 losanges décalés, ça veut dire reconstruit à un endroit différent. Enfin, il y a tout un code comme ça devant tous ces logogrammes que Léonard nous explique. Donc, il reconstruit Gien, et là, au lieu de rentrer à Blois et expliquer tout ça au roi, il va à Romorantin, il prend toutes les maquettes des projets, il arpente toute la vallée du Cher, et il va distribuer ses maquettes. Et si vous voulez voir le palais de Romorantin, eh bien, peut-être la dernière maquette qui avait été faite pour le palais de Romorantin a fini à Valençay. C'est-à-dire que si vous voyez le schéma du palais de Romorantin, vous allez à Valençay, vous dites «
Ah bah ouais, ben, Romorantin, c'est à Valençay. Et là, il va aller jusqu'à Tours, jusqu'aux filatures de Tours, et il va distribuer les différentes maquettes qui composaient ce projet, et chacun... Alors pourquoi? Parce que le roi n'a pas ordonné que les seigneurs se fassent des châteaux de plaisance. Et là, pour Léonard, il faut que tous les seigneurs de France aient des châteaux de plaisance, modifient leur forteresse guerrière en château d'agrément. Donc il va distribuer toutes ces maquettes, sans en avoir averti le roi, hein, évidemment. Hein. Donc c'est là où je vous dis, il devient un électron libre. Et puis, il retourne à Chambord, qui va montrer donc, la touche finale, c'est son escalier à double hélice, hein, donc il va bien le détailler au roi. Il nous met juste une phrase, c'est pour que la circulation soit plus facile. Bon, très bien. Bon, après, j'ai traduit que 600 pages, hein, donc il y a certainement d'autres éléments qui font qu'il y a peut-être quelque chose de plus poussé dans sa réflexion, mais enfin, dans ce qu'il a écrit, c'est ça. Et puis il retourne au Clos Lucé, et là il se met à faire son avion. Il a arrêté de faire des armes. Hein. François Ier lui demandait quand même de faire quelques armes, hein, au cas où il soit envahi. Et là, ben, Léonard va se mettre à faire son avion. Il est convoqué par François Ier, et là, Léonard va venir voir François Ier, va lui dire comment, en plus de manière horrible, de faire périr les hommes, expliquer les constructions et argumenter l'effroyable indicible épouvante. Ici, le pouvoir de cet accomplissement est consciemment un gaspillage obstiné et choquant. Enfin, il se plaint. Il lui dit, moi, je ne suis pas là pour faire des armes. Pour moi, je vais arrêter là, je vais faire mon avion pour conquérir le ciel. François Ier, voyant ça, eh bien, va supprimer ses 14 ingénieurs et architectes. Il va les envoyer au château de Villebon, dans l'Eure. C'est le capitaine d'Estouville qui va les emmener pour faire une grosse forteresse médiévale. Si vous allez la voir, c'est colchien, mais en militaire. Donc c'est très joli à l'intérieur, c'est très diversifié. Et dans la chapelle, vous allez retrouver les 14 compagnons qui sont représentés par des vitraux et Léonard mort, parce que les ingénieurs sont partis, mais Léonard va décéder. Donc là, ici, vous avez les 14 compagnons dans la chapelle qui ne représentent pas les rois d'Israël, hein, parce qu'ils sont plus de 20. Et puis les 12 apôtres, donc c'est bien les compagnons de Léonard qui sont dans ces vitraux. Et puis Léonard mort en dessous. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voyant que Léonard n'a plus d'architecte, il va faire un discours assez fort au roi de France. Et là, je vais vous le lire parce que c'est en latin, c'est pas en italien décodé, hein, donc là, tout le monde peut le lire. Dans les 13 000 pages, il y avait un petit texte gros comme ça, donc, ce que je vous ai dit au départ. Et là, c'est et me voici, et bien de bon goût, dominant François Ier constitué, l'esclave à tout faire. Eh bien, argumentons l'affaire, changez père, vous parlez en personne ou même en frère d'esprit de votre divin grand Dieu, mais de manière déplaisante. Les mots de votre bouche sont odieux. Voilà le pouvoir tel que la justice de votre personnalité vous abandonnant en vous appuyant sur votre agitation violente et nerveuse. Vous avez décidé de m'enlever mes compatriotes artistes en me laissant errer ça et là en imbécile. C'est vraiment une parjure à la bonne religion. C'est une guerre de pouvoir contre moi. Et puis là, il lui explique comment lire ses textes et de donner toutes ses inventions et d'en faire profiter le plus de personnes. Donc pour Léonard, ça va aller assez vite. Un matin, il y a un soldat qui va arriver au Clos Lucé, qui va toquer, qui va le bousculer, qui va le battre, hein, évidemment, et qui va le convoquer pour le lendemain matin pour répondre de ce qu'il vient d'écrire, hein, pour le roi. Le roi n'est pas là, hein, mais il doit se présenter au château d'Amboise pour aller répondre de ce manifeste. Léonard, dans la nuit, il se dit, oh là là, ça va s'empirer, et pour lui, la décision est prise. Hein. Donc, pour Blanche a fui hein, quand le garde est arrivé avec les trompettes. Hein. Elle a fui chez son père pour se protéger. Mais Léonard se dit ça va mal se passer. Qu'est-ce qui va se passer demain? Le roi n'est pas là pour me défendre. Donc sa décision est prise. Le soir même, il prend ses teintures hein, qu'il avait dans son laboratoire, enfin dans son bureau. Il le mélange avec du vin et il se saoule en s'empoisonnant. Alors il va nous dire ceci. Se souvenir de la femme de ce lieu est le moyen d'échapper à la souffrance.
Éviter le courroux des fanatiques sur cette courageuse femme, ainsi que pour l'amour de sa fille fragile, sera la raison pour laquelle je lui porte secours par ma mort. En même temps, ici, je vais étudier la mort au recours de cette boisson capiteuse. Donc c'est un médecin, hein, donc il va nous expliquer toute l'action du poison. Ici, il y a le souvenir de mes ouvrages, souvent utilisés pour me porter secours sur divers sujets. Ils sont dans les rayons de ma bibliothèque. J'ai de la peine à boire avec lucidité. Des raideurs me prennent, je suis emporté par les larmes. C'est un état désespéré. En ce lieu s'érige mon intime femme, ce souvenir peint sur son piédestal est une cruelle croix. Par cette argumentation bien funeste, ma feuille d'écriture est horrible et provoque d'une façon troublante mon découragement. Là, je suis d'avis, mais sans fondement, qu'à cause de ce secret, il y aura quelque chose d'abominable et de difficile à comprendre. Et puis après, c'est tous les désagréments de l'empoisonnement qui suivent. Donc, quand même, avant de mourir, Léonard a écrit un prêche, hein, où là, il nous dit qu'il est convaincu que nous avons le pouvoir de conquérir le ciel, hein, et qu'il faut aussi faire attention qu'il n'y ait pas, à cause de nos querelles, un châtiment divin, hein. Donc voilà, une extermination, hein, comme ça. Il a vraiment peur de cette automatisation de la guerre, hein. C'est quelque chose d'assez fort chez lui. Donc, et surtout, il dit que cette machine peut être construite et que jusqu'à son complet achèvement, et pour apprendre à connaître le mystérieux et rendre fécondes les terres célestes. Voilà pour ces derniers mots, en fin de compte, avant de s'empoisonner. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est juste après la bataille de Marignan, il y a ce fait où là j'ai 300 pages à traduire pour savoir exactement, je n'ai pas les schémas qui m'orientent sur le texte à traduire, qui va vraiment me dire, tiens, Léonard fait ça parce qu'il a cette conscience-là. Donc j'ai encore beaucoup de travail pour savoir qu'est-ce qui lui est passé par la tête en 1518, parce qu'en 1518, juste après la bataille de la commémoration de Marignan, il renvoie son fils à Milan. Là, il se libère. Le 27 avril, donc c'est pas le 1er mai, hein, le 27 avril, il fait son testament, sans parler de Blanche. Alors, est-ce que Blanche, qui est sa conseillère, s'amuse, travaille avec lui, lui a donné des idées dans ce sens, ou alors est-ce que, par exemple, il a vomi du sang, et il sait qu'en tant que médecin, il y en a pour pas très longtemps. Donc, toutes ces décisions qu'il prend de distribuer le château de Romorantin dans la vallée du Cher, et puis voilà, il faut que je trouve exactement quel est l'élément déclencheur. Puis là, j'aurais terminé presque, hein. Parce qu'après, il y a l'étude de tous ces mécanismes qui sont assez intéressants, différents de ceux que l'on voit au Clos Lucé. Le Clos Lucé, c'est bien, hein, c'est vraiment le reflet du personnage. Je pense qu'ils ne se sont pas trompés, mais c'est des inventions que l'on interprète par observation. Là, quand on voit l'invention et puis le détail de pourquoi ça a été fait, bah, tout de suite, on sait que c'est pas un roulement à billes, c'est un réducteur de charge. On sait que c'est pas un bateau à aube, mais une excavatrice pour creuser des canaux. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont être un petit peu différentes, mais bon, évidemment, on voit que c'est un docteur et un très bon ingénieur. C'est clair. C'est pas... Donc maintenant, ce que je vais quand même rapporter pour la fin, pour vous parler d'Orléans. Donc il travaille à Gien. Il a 14 ingénieurs qui vont essaimer jusqu'en 1560 parce que ça va être les guerres de religion. Et là, nous allons avoir des constructions avec justement ces décorations en briques, les clayonnages, les dessins, tout ça, dans toute la région, hein, entre la Ferté-Beauharnais et puis l'Eure-et-Loire. Ici, vous allez en trouver partout. J'en découvre tous les jours. Je dis, ah bah tiens, oui, là sur ce château fort, il a rajouté la porte et puis la tour qui est à côté, en conservant une partie de château qui n'était pas détruite, hein. Puis plein de monuments comme ça. Je crois que sur Orléans, par ici, vous en avez pas mal de ce style, hein. Donc c'est toutes les constructions 1520 où ces ingénieurs vont reproduire ce qu'ils ont appris à faire avec Léonard. Et puis après, il y a toute la partie tour où là on va retrouver des morceaux à Chenonceau, et puis etc. J'imagine jusqu'à Azé, mais j'en suis pas sûr pour Azé, je cherche encore, hein. Vraiment les points qui vont ressembler au château de Romorantin, parce que c'est là-bas qu'il est éparpillé. Donc quand vous visitez, et puis il n'y a pas que la Renaissance, hein, qui parle de Léonard, c'est que nous à Blois, nous avons deux hommes importants, c'est
Monsieur de la Saussée. C'est un homme de 1860, hein, il est recteur de l'académie à Orléans-Tours, et c'est à cette époque où on démonte les châteaux. Amboise a été démonté à 80%, nous, chez nous, on en démonte partout. Hein. Même Chambord a failli être démonté, et Monsieur de la Saussée, lui, il est là à chaque démontage, et puis il prend les plus belles pièces qu'il achète, qu'il emmène chez lui pour se faire sa petite maison, son petit château. Hein. Au départ, c'est une toute petite maison qui va s'épanouir. Il va inventer le style néo-renaissance avec Mérimée et Viollet-le-Duc. Et ça va être exporté un petit peu partout. Le flambeau du néo-renaissance, si vous avez l'occasion d'aller dans l'Eure-et-Loire, c'est le château de Vaux. Donc ça doit être pas loin de Dreux. Hein. Et là, il est absolument merveilleux. Il est beau, une décoration merveilleuse. Mais je crois que pas loin de la cathédrale, vous avez des beaux monuments avec du clayonnage et du style Léonard de Vinci. Hein. Donc voilà, c'est le clayonnage et la décoration brique noire, noir et rouge. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de Léonard. Ça avance, j'ai encore beaucoup de boulot, hein, mais je fais visiter donc l'hôtel des Postes à La Ferté-Beauharnais l'après-midi. Mais bon, souvent je suis en conférence, donc je ne suis pas tout le temps là. Le mieux c'est quand même de téléphoner, je suis là la plupart du temps, mais il se peut que le jour où vous ayez envie de venir, ben, je ne suis pas là. Donc un petit coup de fil et puis je vous accueillerai volontiers pour vous montrer cette maison, les emplacements et les travaux que l'on préconise, parce que bon, pour l'instant vous avez des panneaux comme ça qui nous montrent l'endroit où il y avait l'objet, mais l'idée c'est de refaire l'objet évidemment. Hein, vu que la maison est entière, autant en profiter. Voilà, j'ai terminé.